La plupart des gens pensent à la survie de la mauvaise façon. Ils stockent des conserves qui s'épuisent et construisent des systèmes qui se cassent. La véritable indépendance nécessite des systèmes qui fonctionnent pendant des décennies sans ressources externes. Il existe 8 systèmes capables de fournir nourriture, eau et énergie à n'importe quelle famille pour les générations à venir. Ces technologies sont utilisées depuis des siècles, mais le monde moderne les a oubliées. Le plus puissant d'entre eux produit des protéines à partir de déchets et se développe tout seul. Un autre pompe l'eau en montée sans électricité depuis 200 ans d'affilée. Le troisième chauffe la maison toute la journée avec juste une allumette le matin. Le coût total des 8 systèmes est inférieur au prix d'une voiture d'occasion, mais il vous donne une indépendance totale vis-à-vis des magasins, de l'électricité et de l'État pour toujours. Quand l'Union soviétique s'est effondrée en 1991, les rayons des magasins se sont vidés en quelques jours. Les gens qui avaient tout et compté sur le système d'approvisionnement gouvernemental, toute leur vie se sont retrouvés soudainement sans produits de première nécessité. Seuls ceux qui avaient leur propre source de nourriture et de ressources ont survécu. Les systèmes de survie modernes répètent la même erreur de dépendance aux approvisionnements externes. Les poules ont besoin du grain que les camions apportent. Les potagers nécessitent des graines, des engrais et du carburant pour les machines. Les panneaux solaires dépendent de batteries qui tombent en panne après 5 ans. La véritable autonomie signifie des systèmes qui se maintiennent et se développent sans ressources externes. Le fondateur de la permaculture, Bill Mollison, a défini le principe des écosystèmes autosuffisants dès 1978. Son travail a montré que la nature crée l'abondance sans engrais, pesticides ou intervention humaine constante. L'histoire a prouvé la puissance des systèmes autonomes pendant les crises. Quand les chaînes d'approvisionnement mondiales ont été perturbées en 2020, les familles avec leurs propres sources de nourriture et d'eau n'ont connu aucune pénurie. Elles ont continué à vivre normalement pendant que d'autres faisaient la queue pour la nourriture. Les 8 systèmes suivants fonctionnent précisément sur le principe d'indépendance complète vis-à-vis du monde extérieur. Ils transforment les déchets en ressources, utilisent les forces naturelles gratuites et se développent d'eux-mêmes. Le premier d'entre eux produit des protéines de la plus haute qualité à partir de ce que les autres jettent. L'élevage traditionnel fonctionne comme une pompe à l'envers. Vous mettez 10 calories de nourriture pour obtenir une calorie de viande. Chaque jour, les poules ont besoin de grains, les vaches de foin et les cochons d'aliments. Arrêtez les approvisionnements pendant une semaine et les animaux commenceront à mourir. Les systèmes de protéines permanents fonctionnent de manière opposée. Ils convertissent les déchets en protéines de haute qualité, se reproduisent d'eux-mêmes et deviennent plus productifs chaque année. Au lieu de consommer des ressources, ils en créent. Le docteur Paul Stamets, mycologue de premier plan de notre époque, a consacré sa carrière à l'étude des réseaux fongiques, capables de produire des protéines plus efficacement que n'importe quel animal. Ces recherches, publiées dans la revue Mycology, ont montré que le mycélium pousse plus vite que le tissu musculaire et contient tous les acides aminés essentiels. Les agriculteurs les plus intelligents ont déjà compris le secret. Au lieu d'acheter de la nourriture, ils cultivent de la nourriture à partir de leurs propres déchets. Les vers de terre transforment les restes de cuisine en protéines premium pour la volaille. Les champignons poussent sur la sciure que les scieries donnent gratuitement. Ces systèmes ne font pas qu'économiser de l'argent aujourd'hui. Ils créent l'abondance pour les décennies à venir, devenant plus productifs avec l'âge. Alors que l'agriculture animale nécessite de plus en plus de ressources, les systèmes de protéines permanents nécessitent de moins en moins de travail humain. La plupart des gens considèrent les champignons comme une délicatesse de supermarché à 3 € le kilo. En fait, c'est la ferme à protéines la plus efficace de la planète, fonctionnant à l'ombre et se nourrissant de ce que les menuisiers considèrent comme des déchets. Une plantation mère de champignons peut nourrir une famille en protéines toute l'année. Le Stropher rougevin, également connu sous le nom de Stropher royal, colonise agressivement les copeaux de bois et produit 5 à 15 kg de champignons par mètre carré annuellement. Ces champignons contiennent 15 à 30% de protéines en pois secs, plus que la plupart des légumes et de nombreuses viandes. Le génie du système, c'est qu'il se développe tout seul. Plantez le mycélium une fois, et il se répandra dans votre jardin pendant des décennies, tant que vous le nourrissez avec des copeaux de bois gratuits. Chaque printemps et automne, ajoutez 10 cm de sciure fraîche, et le mycélium augmentera la zone de production. La société Field & Forest vend des spores de Stropher rougevin pour 20 $. Cette quantité suffit pour créer une plantation mère mesurant 3 sur 2 mètres. En 2 ans, elle peut s'étendre sur des centaines de mètres carrés simplement en transplantant des copeaux de bois colonisés vers de nouveaux emplacements. Le rendement étonne même les agriculteurs expérimentés. Une plantation de 3 sur 3 mètres
produit 100 kg de champignons par an, ce qui équivaut à 50 kg de protéines pures. C'est l'équivalent de manger du poulet 2 fois par semaine pour une famille de 4, mais le poulet nécessite une alimentation constante et les champignons poussent sur des déchets. Dans les années 1980, la culture industrielle de champignons a créé le mythe selon lequel cultiver des champignons nécessitait des laboratoires stériles et des équipements sophistiqués. C'est un mensonge complet, inventé pour vendre des systèmes coûteux. Les champignons ont poussé dans les forêts pendant des millions d'années sans aucune stérilité. La culture en extérieur de champignons sur copeaux de bois n'est pas seulement plus simple que les méthodes industrielles, mais aussi beaucoup plus productive. La microflore naturelle aide le mycélium, créant une relation symbiotique qui n'est pas possible dans un environnement stérile. Le Strophaire rouge-vin a été spécialement sélectionné comme l'espèce la plus stable et agressive. Le professeur Steve Gabriel de l'université Cornell a passé 20 ans à étudier les petites fermes et a prouvé que les systèmes de culture simples sur copeaux de bois surpassent les installations industrielles complexes. Son programme de petites fermes a enregistré des rendements similaires avec zéro apport énergétique. Les seules exigences pour réussir sont l'ombre, l'humidité et des copeaux de bois dur. Pas de compétences spéciales, thermomètre ou stérilisation. Vous versez littéralement les spores dans un tas de sciure, vous l'arrosez et vous attendez une récolte 4 mois plus tard. L'industrie cache le secret principal. Les champignons poussent mieux dans la nature que dans des conditions artificielles. Ils ont évolué pour décomposer le bois dans la forêt, pas pour vivre dans des conteneurs en plastique sous des lumières fluorescentes. Une plantation de Strophaire rouge-vin mesurant 3 sur 3 mètres produit jusqu'à 100 kg de champignons frais par saison. Avec des champignons coûtant 3 € par kilogramme, cela représente 300 € de revenus d'une parcelle de la taille d'un garage. Mais la valeur principale n'est pas dans l'argent, mais dans les protéines et l'indépendance vis-à-vis des magasins. La mise à l'échelle se fait à un coût presque nul. Chaque printemps, vous prenez des poignées de copeaux de bois colonisés de la plantation mère et les replantez dans de nouveaux emplacements sous les arbres, le long des chemins, dans toutes les zones ombragées. En 2 ans, une plantation peut créer des dizaines de nouveaux centres de production. Les recherches du Rodell Institute ont montré l'efficacité incroyable des systèmes de champignons par rapport à l'agriculture traditionnelle. Dans la même zone, les champignons produisent 10 fois plus de protéines que le soja et 20 fois plus que le blé. En même temps, ils améliorent le sol plutôt que de l'épuiser. Une famille du Vermont a commencé avec une plantation à 30 $ en 2010. En 10 ans, ils avaient étendu la production à un demi-hectare, en utilisant uniquement des transplants de mycélium et des copeaux de bois gratuits. Maintenant, leurs champignons fournissent des protéines non seulement pour leur famille, mais aussi pour 10 familles voisines. La chose la plus frappante, c'est que le système devient plus productif avec l'âge. Un jeune mycélium produit une récolte modeste, mais un réseau mycélien mature, qui s'est développé sur 5 à 7 ans, peut produire 200 à 300 kg de champignons de la même zone. C'est une ferme à protéines qui s'améliore elle-même. La base de données de l'USDA contient des informations choquantes sur les champignons. Ils contiennent les 9 acides aminés essentiels dans des proportions similaires à la viande. En même temps, le Strophaire rouge-vin est supérieur au bœuf dans le contenu en lysine et tryptophane, qui sont d'une importance critique pour le corps humain. Les champignons contiennent un composé unique, l'ergothionéine, un antioxydant puissant que le corps humain ne peut pas synthétiser par lui-même. Les recherches ont lié la consommation régulière d'ergothionéine à une réduction de 30 à 40% du risque de maladies cardiaques et de cancer. Les champignons cultivés en extérieur contiennent de la vitamine D dans des concentrations comparables à l'huile de poisson. Le rayonnement ultraviolet convertit l'ergostérol dans les champignons en vitamine D2, qui est absorbée par les humains aussi efficacement que la vitamine provenant de sources animales. La teneur en protéines des champignons séchés atteint 30 à 40%, ce qui dépasse celle de la plupart des légumineuses. 100 kg de champignons frais donne 15 à 20 kg de produits secs avec des protéines concentrées, qui peuvent être stockées pendant des années sans réfrigération. Les études japonaises sur les centenaires d'Okinawa ont révélé un lien direct entre la consommation d'une variété de champignons et l'espérance de vie. Les champignons ne remplacent pas seulement la viande en valeur nutritionnelle, ils la surpassent dans le contenu en composés biologiquement actifs qui soutiennent le système immunitaire et ralentissent le vieillissement. Choisissez un endroit à l'ombre des arbres ou du côté nord des bâtiments, où la lumière directe du soleil n'atteint pas plus de 2 à 3 heures par jour. Le Strophaire rouge-vin préfère la lumière diffuse et l'humidité constante, comme dans une forêt naturelle. Placez du carton sur le sol de 2 sur 4 mètres pour supprimer les mauvaises herbes.
Le carton se décomposera en 6 mois, mais d'ici là, le mycélium aura déjà colonisé le sol. Placez une couche de copeaux de bois dur de 20 à 30 cm d'épaisseur sur le carton. Commandez des spores de Stropher rouge vin chez Fungi Perfecti pour 25$ ou trouvez un fournisseur local de mycélium sur grain. 1 kg d'inoculum suffit pour 10 mètres carrés de plantation. Mélangez les spores avec les copeaux de bois en couches comme des lasagnes. Arrosez abondamment jusqu'à ce que cela ressemble à une éponge essorée. Les copeaux de bois doivent être humides mais pas mouillés. Couvrez avec de la toile de jute ou de la paille pour retenir l'humidité et empêcher le dessèchement. Le coût total des matériaux ne dépassera pas 40$. Après 4 à 8 semaines, des fils blancs de mycélium apparaîtront sous la paille ressemblant à une toile d'araignée. Cela signifie une colonisation réussie. Les premiers champignons apparaîtront 4 à 6 mois après la plantation, généralement après la pluie ou un arrosage abondant par temps frais. Une révolution invisible se déroule sous terre. 1 cm3 de sol de champignons sains contient jusqu'à plusieurs kilomètres de fils fongiques de quelques microns d'épaisseur. Ce réseau croît à un rythme allant jusqu'à 40 cm par jour, créant une toile souterraine qui connecte tout l'écosystème. Pendant les 4 premières semaines, le mycélium établit son territoire en sécrétant des enzymes pour décomposer le bois et supprimer les micro-organismes concurrents. À la 8e semaine, les fils blancs deviennent visibles à l'œil nu. À la 16e semaine, tout le tas de copeaux de bois est criblé de mycélium. La première fructification se produit au 4e à 6e mois, généralement en automne ou au printemps, à des températures de 10 à 24 degrés et une humidité élevée. Les champignons apparaissent en groupes de 20 à 40, poussent pendant 3 à 5 jours et sont prêts pour la récolte. L'expansion du système nécessite un effort minimal. Chaque printemps et automne, ajoutez 10 à 15 cm de copeaux de bois frais sur les anciens. Le mycélium colonise rapidement le nouveau matériau, augmentant la zone de fructification et la productivité globale de la plantation. Pour créer de nouvelles plantations, prenez des poignées de copeaux de bois colonisés du centre de la plantation mère et déplacez-les vers de nouveaux emplacements. Chaque transplantation peut créer une nouvelle plantation, mesurant plusieurs mètres carrés en une saison. Le sol, sous les plantations de champignons matures, contient 4 fois plus de carbone et 6 fois plus de micro-organismes bénéfiques que le sol de jardin ordinaire. Les champignons créent littéralement la fertilité à partir de déchets. Le mycélium sécrète plus de 240 enzymes différentes qui décomposent le bois en humus. Ce processus se produit lentement et uniformément, créant une structure de sol stable qui retient l'humidité 10 fois plus efficacement que le sol ordinaire. Les systèmes fongiques fonctionnent comme des pharmaciens naturels pour les plantes. Le mycélium produit des antibiotiques qui suppriment les bactéries pathogènes et les champignons dans le sol. Les arbres et arbustes, près des plantations de champignons, tombent malades beaucoup moins souvent et poussent plus vite grâce à cette protection. Le cycle du carbone dans les systèmes fongiques fonctionne dans la direction opposée par rapport à l'agriculture conventionnelle. Au lieu de libérer du dioxyde de carbone lorsque la matière organique se décompose, le mycélium séquestre le carbone dans des composés de sol stable qui durent des décennies. Cela transforme votre ferme de champignons en puits de carbone. Les vers de terre colonisent massivement les zones sous les plantations de champignons, attirés par la matière organique riche. Leur activité améliore encore la structure du sol, créant des conditions idéales pour les racines des arbres et arbustes dans un rayon de plusieurs mètres du mycélium. Pendant que le Stropher rouge vin colonise les copeaux de bois au sol, l'espace vertical reste inutilisé. Le shiitake sur bûche résout ce problème en transformant chaque arbre abattu en ferme de champignons pérennes. Une bûche d'un diamètre de 20 cm portera des fruits pendant 8 ans d'affilée. Des bûches fraîchement coupées de chêne, d'érables ou de bouleaux d'1,5 mètre de long deviennent des incubateurs idéaux pour le shiitake. Contrairement au Stropher rouge vin à croissance rapide, le shiitake décompose lentement et méthodiquement son bois, produisant des champignons charnus denses à la saveur intense. La technologie nécessite une perceuse et des chevilles en bois avec du mycélium de shiitake. Percez des trous de 4 cm de profondeur tous les 15 cm en damier sur toute la surface de la bûche. Enfoncez les chevilles au marteau et scellez avec de la cire pour protéger contre les micro-organismes concurrents. Le coût d'inoculation d'une bûche est de 3 à 5$ pour 100 chevilles en bois avec mycélium. Une bûche de taille moyenne nécessite 80 à 120 chevilles. La cire d'étanchéité ajoute 1 ou 2$ au coût total. L'avantage du shiitake est la prévisibilité et la durée de fructification. Après 18 mois de colonisation, les bûches commencent à produire des récoltes 2 à 3 fois par an, 5 à 10 kg de champignons par bûche.
Ce système fonctionne en parallèle avec le strophère rouge vin, doublant la production globale de protéines. La dynastie Ming a documenté pour la première fois la culture du shiitake sur bûche en 1209, il y a près de 800 ans. Les agriculteurs japonais ont perfectionné cette technologie et l'ont transmise de génération en génération comme une tradition familiale plus précieuse que la terre. Le village de Takayama, dans la préfecture de Gifu, produit du shiitake en continu depuis le XIVe siècle. Les familles locales utilisent les mêmes techniques d'inoculation de bûches que leurs ancêtres il y a 700 ans. Certaines bûches sont héritées et portent des fruits pendant des décennies. Dans les années 1940, lorsque les bombardements américains ont détruit les villes japonaises, les familles rurales ont survécu grâce au shiitake. Les champignons ont fourni des protéines lorsque le riz et la viande ont disparu de l'alimentation. Cette technologie a sauvé des milliers de vies pendant les années les plus difficiles de la guerre. Le Japon moderne produit 200 000 tonnes de shiitake par an et 70% de ce volume est cultivé sur bûches de manière traditionnelle plutôt que dans des serres industrielles. Les Japonais comprennent la supériorité de la méthode ancienne sur la technologie moderne. La longévité japonaise est en partie attribuée à la consommation régulière de shiitake, qui est riche en lantinane, un composé qui stimule le système immunitaire. Les recherches montrent que les personnes qui consomment régulièrement du shiitake vivent en moyenne 7 ans de plus et sont moins susceptibles d'avoir un cancer. Les champignons résolvent le problème des protéines, mais la survie nécessite d'abord de l'eau. La plupart des systèmes autonomes dépendent de l'électricité, des pompes de puits, des filtres et des systèmes d'approvisionnement en eau. Quand le courant est coupé, ces systèmes se transforment en ferraille coûteuse en quelques heures. Le bélier hydraulique fonctionne sur le principe découvert par Joseph-Michel Montgolfier en 1796. L'énergie de l'eau qui tombe crée des chocs hydrauliques qui élèvent une partie de l'eau jusqu'à une hauteur de 300 mètres sans carburant ni électricité. Cette technologie alimentait les approvisionnements en eau des villes européennes avant l'avènement de l'électricité. À Londres, les béliers hydrauliques pompaient l'eau de la Tamise vers les tours de la ville jusqu'en 1920. Certaines de ces installations ont fonctionné en continu pendant plus de 100 ans sans réparation majeure. Un bélier hydraulique moderne de la taille d'un four à micro-ondes peut soulever 1000 litres d'eau par jour à une hauteur de 100 mètres en utilisant un débit de seulement 20 litres par minute. Cela signifie une efficacité de 10 à 15%. Mais qui se soucie de l'efficacité quand le système fonctionne gratuitement 24 heures sur 24 pendant des décennies? Les seules exigences sont une source d'eau courante et une différence de hauteur d'au moins 1 mètre pour chaque 10 mètres d'ascension. Si vous avez un ruisseau ou une source en amont de votre maison, un bélier hydraulique résoudra le problème de l'eau pour de bon. Un jeu élégant de force physique se déroule à l'intérieur du bélier hydraulique. L'eau descend le tuyau, prenant de la vitesse sous l'influence de la gravité. Lorsque le débit atteint une vitesse critique, une vanne spéciale arrête brusquement le mouvement de l'eau, créant un choc hydraulique d'une force énorme. Cet impact dure une fraction de seconde, mais crée une pression 10 à 20 fois supérieure à la pression statique de l'eau dans le tuyau. La pression excessive ouvre le clapet anti-retour et pousse une portion d'eau dans la chambre de pression, d'où elle monte par le tuyau de sortie jusqu'au consommateur. Après l'impact, la pression chute, le clapet anti-retour se ferme et la vanne de décharge s'ouvre à nouveau pour le cycle suivant. L'ensemble du processus se répète 30 à 60 fois par minute, créant un bruit de cognement rythmique caractéristique qui peut être entendu à des centaines de mètres. Les études hydrauliques montrent que l'efficacité d'un bélier dépend du rapport entre la hauteur de levage et la hauteur de chute. Lors du levage de 10 mètres avec une chute de 1 mètre, l'efficacité est de 15%. Lors du levage de 100 mètres avec une chute de 10 mètres, l'efficacité est réduite à 5%. La beauté du système est que l'eau perdue n'est pas gaspillée. Elle est retournée au même ruisseau en aval. Le bélier utilise l'eau excédentaire de la source pour soulever la partie requise vers le haut. C'est un système écologique, fermé sans déchets ni effets secondaires. La famille Anderson du Vermont a installé un bélier hydraulique Rife en 1980 sur un ruisseau de montagne avec une chute de 4 mètres. Au cours de 43 ans de fonctionnement, le système a fourni plus de 5 millions de litres d'eau à une maison située 80 mètres au-dessus de la source. Leur bélier fonctionne avec une capacité de 1200 litres par jour, ce qui couvre les besoins d'une famille de 6 personnes avec une réserve pour arroser le jardin. Les réparations n'ont été nécessaires que 2 fois. Remplacement des clapets en cuir après 15 ans et après 30 ans de fonctionnement à un coût de $30 par jeu. Un monastère dans les Alpes suisses utilise un bélier hydraulique
installé en 1892. Ce système a fourni de l'eau en continu pendant 131 ans, survivant à 2 guerres mondiales et à de nombreuses générations de moines. Les pièces en fonte d'origine sont toujours fonctionnelles. Comparez cela aux pompes de puits électriques qui tombent en panne tous les 7 à 10 ans et coûtent autant entre 800 et 1500 $ à installer. Sur une période de 40 ans, une pompe électrique nécessitera 4 à 5 remplacements pour un coût total de 5000 $ plus les factures d'électricité. En hiver, le bélier hydraulique continue de fonctionner jusqu'à ce que le ruisseau gèle complètement. Dans les régions aux hivers doux, le système fonctionne toute l'année. À des températures inférieures à moins 20 degrés, le boîtier doit être isolé ou installé dans un endroit à l'abri du gel. Une installation réussie commence par le choix du bon emplacement. Mesurez le débit d'eau à la source pendant la période la plus sèche de l'année. Cela déterminera la performance maximale du système. Un bélier hydraulique nécessite un minimum de 20 litres par minute de débit constant pour un fonctionnement stable. Posez un tuyau d'alimentation d'un diamètre de 50 mm de la source au site d'installation du bélier avec une pente constante sans section horizontale. Chaque virage et bosse réduit l'efficacité de 10 à 15%. Utilisez des tuyaux PEHD qui peuvent résister aux coups de bélier. Placez le bélier hydraulique sur une base en béton au point le plus bas du système. Le boîtier doit être accessible pour l'entretien, mais protégé du gel. De nombreux propriétaires construisent une petite maison isolée autour du bélier pour une utilisation toute l'année dans les climats froids. Un tuyau de distribution d'un diamètre de 25 mm va du bélier à un réservoir de stockage d'un volume d'au moins 1000 litres. Le réservoir est installé au point le plus haut du système et assure un approvisionnement uniforme en eau même lorsque le bélier est temporairement arrêté pour l'entretien. La configuration du système prend plusieurs heures d'expérimentation avec les réglages des vannes. Un bélier correctement réglé produit un cognement rythmique, régulier sans saut ni secousse. Le son devient de la musique pour le propriétaire, un signe que l'eau monte dans la maison sans sa participation. Les statistiques de défaillance des pompes de puits électriques montrent un temps de fonctionnement moyen de 7000 heures, ce qui équivaut à 3 à 4 ans avec un fonctionnement constant. Les principales causes de panne: enroulement de moteurs brûlés, usure des roulements, filtres obstrués et surtension électrique. Le remplacement d'une pompe de puits profond nécessite un équipement spécial pour la sortir du puits. Le coût du travail est de 200 à 300 $ plus le prix du nouvel équipement. De nombreux propriétaires attendent des réparateurs pendant des semaines, restant sans eau aux moments les plus critiques. Un bélier hydraulique ne contient que 2 pièces mobiles, une vanne de décharge et un clapet anti-retour. Les deux sont fabriqués en bronze ou en acier inoxydable et durent des décennies. Les seuls consommables sont les joints en cuir, qui coûtent 5 $ le jeu. L'entretien du bélier est effectué par le propriétaire en 30 minutes sans outils spéciaux. Ouvrez le boîtier, inspectez les vannes, retirez le sable et les débris et remplacez les joints si nécessaire. Pas d'électricien, de plombier ou de grue. Les systèmes électriques dépendent d'une alimentation électrique stable qui devient de plus en plus peu fiable. Les coupures de courant, les surtensions et les accidents dans les sous-stations laissent les maisons modernes sans eau. Le bélier hydraulique fonctionne indépendamment de la civilisation tant que le ruisseau coule. Il n'y a pas partout des ruisseaux de montagne pour les béliers hydrauliques, mais l'eau souterraine est disponible presque partout à une profondeur de 5 à 25 mètres. Une pompe à main transforme n'importe quel point avec de l'eau souterraine en une source indépendante d'approvisionnement en eau sans électricité ni carburant pour toujours. Les pompes à main modernes ont parcouru un long chemin depuis les pompes primitives de l'ère soviétique. La société Bison Pump produit des systèmes capables de fournir 10 à 15 litres par minute à partir d'une profondeur de 20 mètres avec un effort physique modéré d'un adulte. Les performances étonnent les sceptiques. Un homme adulte, travaillant à un rythme confortable, fournit 600 litres par heure. Pour fournir à une famille de 4 personnes une exigence quotidienne de 200 litres, il ne faut que 20 minutes de travail réparties entre les membres de la famille. Les lois physiques limitent le fonctionnement des pompes à piston à une profondeur de 25 mètres en raison de la pression atmosphérique. À de plus grandes profondeurs, le vide ne peut pas soulever l'eau plus haut, mais pour la plupart des zones, c'est suffisant. Les statistiques montrent que 70% du territoire russe a de l'eau souterraine dans cette plage. L'installation est possible dans un puits existant en parallèle avec une pompe électrique. Cela crée un système de secours qui fonctionne pendant une panne de courant. De nombreux propriétaires trouvent qu'une pompe à main est si pratique qu'ils arrêtent d'utiliser une pompe électrique. Les colons de l'Ouest américain dans les années 1860 et 1870 ont construit des fermes entièrement sur des pompes à main, fournissant de l'eau pour des familles
de 8 à 10 personnes, plus le bétail. Les journaux des pionniers enregistrent une consommation de 200 à 300 litres par personne et par jour, y compris les besoins domestiques, le lavage et la cuisine. La famille Ingalls, rendue célèbre par les livres de Laura Ingalls Wilder, vivait dans les prairies du Dakota du Sud en utilisant une pompe à main comme seule source d'eau. Leur puits de 18 mètres de profondeur a fourni de l'eau pour une famille de 6 personnes, un jardin d'un demi-hectare et du bétail pendant 30 ans. La recherche ergonomique moderne a montré la technique optimale pour travailler avec une pompe à main. Bougez tout votre corps au lieu de travailler seulement avec vos mains, double votre productivité et réduit la fatigue. Avec la bonne technique, vous pouvez pomper de l'eau pendant 1 heure d'affilée sans effort excessif. La comparaison avec les besoins modernes montre la faisabilité de l'approvisionnement en eau manuelle. La famille russe moyenne consomme 200 à 300 litres d'eau par jour, y compris la douche, la lessive, la vaisselle et la cuisine. Cela correspond à 40 minutes de fonctionnement de la pompe répartie entre tous les membres de la famille. La qualité de l'eau des puits peu profonds est souvent supérieure à l'eau du robinet en raison de la filtration naturelle à travers le sol. L'eau souterraine contient moins de contaminants chimiques et de chlore, mais peut nécessiter des tests de contamination bactérienne, en particulier près des fosses septiques et des fermes. Un puits battu est un tuyau en acier d'un diamètre de 50 mm avec un filtre à mailles à l'extrémité qui est enfoncé dans le sol jusqu'à la nappe phréatique. Cette technologie vous permet d'obtenir de l'eau en une journée de travail dans des sols sableux et sablo-limoneux, sans forage ni équipement lourd. Un kit de puits battu coûte 80 à 120 $ et comprend des tuyaux en acier avec des connexions filetées, une pointe pointue avec un filtre, une tête de battage et une pompe à main. L'ensemble du processus ne nécessite qu'une masse, des clés à tuyaux et 2 personnes pour fonctionner. Le battage se fait par étapes. Connectez le premier tuyau à la pointe, enfoncez-le à une profondeur de 3 mètres, vérifiez l'eau et, si nécessaire, ajoutez la section suivante. Le processus continue jusqu'à ce que la nappe phréatique soit atteinte, ce qui se produit généralement à une profondeur de 5 à 15 mètres dans des sols appropriés. Signes d'atteinte de l'eau, une augmentation brutale de la vitesse de battage et l'apparition de sable humide à la surface autour du tuyau. Après cela, installez une pompe à main et pompez le puits pendant 1 heure pour éliminer l'eau trouble et stabiliser le débit. L'imitation de la méthode ne fonctionne pas dans les sols rocheux et argileux, nécessite un emplacement proche de la nappe phréatique, le débit est inférieur à celui des puits en forêt. Mais les avantages sont évidents. Coût minimal, installation rapide, capacité de le faire soi-même sans spécialiste ni équipement. La pression atmosphérique crée une barrière insurmontable à une hauteur de 10,5 mètres au-dessus du niveau de l'eau, quelle que soit la force de l'homme ou la perfection de la pompe. C'est une loi physique qui ne peut pas être contournée par les systèmes à piston. En pratique, la limite est de 8 à 9 mètres, en raison des pertes par friction et des fuites du système. Pour les puits profonds, il existe des pompes à tiges qui fonctionnent sur le principe d'un levier avec un système de tiges qui transmettent la force à un piston profond. La société Simple Pump produit des systèmes pour des profondeurs allant jusqu'à 100 mètres, mais l'effort physique augmente proportionnellement à la profondeur. Une pompe à tige pour une profondeur de 50 mètres nécessite l'effort d'un homme adulte pour fournir 3 à 4 litres par minute. Cela signifie 1 heure de travail pour obtenir 200 litres d'eau. Le système est fonctionnel, mais nécessite un effort physique important et coûte 400 à 600 $. Une approche alternative pour les puits profonds est un moulin à vent, qui pompe automatiquement l'eau lorsque les vents dépassent 3 mètres par seconde. Les ranchs américains utilisent des pompes éoliennes depuis les années 1870 pour abreuver le bétail dans les pâturages où il n'y a pas d'électricité. Le système combiné combine une pompe à main pour les besoins quotidiens et un moulin à vent pour remplir les réservoirs de stockage. Le vent fonctionne gratuitement 24 heures sur 24 et la pompe à main assure l'indépendance des conditions météorologiques pendant les périodes de calme. Les poêles à bois modernes brûlent le bois de manière inefficace, expulsant 80% de la chaleur par la cheminée avec la fumée et les gaz non brûlés. Un poêle de masse fonctionne de manière opposée. Il brûle le bois à une température de 2000 degrés avec une combustion complète, accumule toute la chaleur dans les pierres et la libère uniformément tout au long de la journée. Le principe repose sur l'accumulation d'énergie thermique dans une masse de pierre ou de briques pesant 3 à 6 tonnes. Les gaz chauds passent à travers un système de canaux de fumée à l'intérieur de cette masse, transférant presque toute leur chaleur avant de sortir dans la cheminée. La surface du poêle ne chauffe qu'à 80 à 100 degrés. Les poêles à contre-courant finlandais et les poêles en maçonnerie russe utilisent ce principe depuis des siècles. En Finlande,
Les poêles de masse chauffent les maisons à des températures aussi basses que -30 degrés, ne nécessitant qu'un ou deux feux par jour. Certains poêles finlandais fonctionnent en continu depuis le XVIIIe siècle. Même les ingénieurs sont étonnés par l'efficacité. Une charge de bois de chauffage pesant 20 kg chauffe une maison de 100 mètres carrés pendant 24 heures à une température extérieure de -20 degrés. Un poêle en fer ordinaire brûlera 80 kg de bois pour le même résultat. Lorsque le combustible devient une ressource rare, le poêle de masse deviendra un moyen de survie. Une économie quadruple de bois de chauffage signifie qu'au lieu de préparer 10 mètres cubes pour l'hiver, 2,5 mètres cubes suffisent. C'est la différence entre survivre et geler. Un poêle en fer ordinaire fonctionne à une température de combustion de 600 à 800 degrés, ce qui n'est pas suffisant pour brûler complètement les gaz du bois. La fumée sortant de la cheminée contient des hydrocarbures non brûlés qui pourraient fournir de la chaleur supplémentaire. C'est comme jeter un tiers du bois de chauffage par la fenêtre. Un poêle de masse crée une température de combustion allant jusqu'à 2000 degrés dans une chambre ignifuge où les gaz du bois brûlent complètement. La fumée à la sortie est transparente. La température des gaz d'échappement n'est que de 100 à 150 degrés au lieu de 300 à 400 degrés pour les poêles en fer. Cela signifie extraire l'énergie maximale de chaque bûche. Les études d'émissions montrent que les poêles de masse produisent 10 fois moins de particules et de monoxyde de carbone que les poêles à bois conventionnels. La combustion complète à haute température élimine la plupart des substances nocives, rendant les poêles de masse écologiques. Le mode de combustion est radicalement différent de l'habituel. Au lieu de maintenir le feu toute la journée, vous chargez 20 à 40 kg de bois sec et le brûlez en 1,5 à 2 heures à intensité maximale. Le poêle libère ensuite la chaleur accumulée pendant les 22 heures suivantes. Les économies deviennent évidentes dès le premier hiver. Une famille de Carélie a réduit sa consommation de bois de chauffage de 12 à 3 mètres cubes par an après avoir remplacé son poêle en fer par un poêle de masse. Avec un coût du bois de chauffage de 30 $ par mètre cube, les économies se sont élevées à 270 $ par an. La construction d'un poêle de masse nécessite une compréhension du mouvement des gaz chauds et du transfert de chaleur, mais pas de compétences extraordinaires. La base du succès est la conception correcte du foyer en briques réfractaires et du système de canaux de fumée qui force les gaz à dégager un maximum de chaleur avant de s'évacuer à l'extérieur. Les plans modernes de la Masonry Heater Association fournissent des dessins détaillés et des instructions étape par étape pour la construction DIY. Les matériaux coûtent 1000 à 1500 $. Briques réfractaires pour le foyer, briques ordinaires pour la masse, mortier d'argile, cheminée en acier inoxydable. La construction professionnelle coûtera 3000 à 5000 $, mais le résultat durera des siècles. Les poêles de masse dans les châteaux d'Europe durent 500 à 600 ans avec des réparations périodiques de la chambre de combustion tous les 30 à 40 ans à un coût de 200 à 300 $. L'élément clé est un foyer ignifuge qui peut résister à des températures supérieures à 2000 degrés. Utilisez uniquement des briques réfractaires de grade S, H, CH ou SHB et du mortier d'argile sans ciment. Le mortier de ciment se fissure en raison des températures élevées et détruit la structure en quelques années. La masse du poêle détermine la durée de libération de chaleur. 3 tonnes de briques accumulent de la chaleur pendant 12 à 15 heures, 6 tonnes pendant 24 heures. Le poids plus important nécessite une fondation renforcée, mais fournit un chauffage plus uniforme et nécessite moins de feu. La plupart des gens pensent à conserver leur récolte par la mise en conserve, la congélation ou le séchage. Une cave à légumes est plus simple et plus efficace. Elle maintient des températures entre 0 et 4 degrés et une humidité de 85 à 95%, créant des conditions idéales pour stocker des légumes frais pendant des mois. 100 kg de pommes de terre récoltées en octobre restent fraîches jusqu'en mai de l'année suivante. Les carottes, les betteraves et les navets sont stockés tout l'hiver sans perte de goût ni de nutriments. Le chou dure jusqu'en mars, les pommes d'hiver jusqu'en avril. C'est un réfrigérateur naturel sans électricité. L'Université du Minnesota a mené des recherches sur les conditions de stockage optimales pour les légumes racines et a établi des paramètres précis pour une durée de conservation maximale. Les pommes de terre nécessitent une température de 2 à 4 degrés et une humidité de 90 à 95%. Les pommes sont stockées à 0 à 2 degrés et 85 à 90% d'humidité. Une cave à légumes mesurant 3 sur 4 mètres peut accueillir 500 à 1000 kg de légumes. C'est un approvisionnement de 3 à 6 mois de légumes pour une famille de 4 personnes, logées dans un espace de la taille d'une petite pièce souterraine.
Les Amish utilisent des caves à légumes depuis 300 ans et les considèrent supérieures à la réfrigération moderne pour le stockage à long terme des légumes. De nombreuses caves à légumes en Pennsylvanie fonctionnent en continu depuis le XVIIIe siècle, fournissant aux familles des légumes frais chaque hiver. Une cave à légumes correctement construite transforme les récoltes d'automne en nutrition toute l'année. 1000 kg d'une variété de légumes n'occupent que 8 à 10 mètres cubes d'espace lorsqu'ils sont correctement placés dans des boîtes, sur des étagères et dans du sable. Différents légumes nécessitent des conditions spécifiques, mais la plupart des légumes racines fonctionnent bien ensemble. Les pommes de terre, les carottes, les betteraves, les rutabagas et les panais sont stockés à la même température et humidité. Les oignons nécessitent des conditions plus sèches. Ils sont donc placés sur les étagères supérieures où l'humidité était plus faible. Les pommes émettent du gaz éthylène, qui accélère la maturation d'autres fruits et légumes. Elles sont donc stockées séparément dans des boîtes ventilées. Les variétés d'hiver de pommes, telles que l'Antonovka ou la Northern Spy, durent jusqu'à 6 mois si les conditions de température sont respectées. Le chou est stocké d'une manière spéciale. Les têtes de chou avec racines sont suspendues au plafond ou empilées, entrecoupées de paille. À des températures proches du gel, le chou reste frais jusqu'à 5 mois, fournissant des vitamines pendant les mois d'hiver les plus rigoureux. Les pertes, avec un stockage approprié, s'élèvent à 5 à 10%, ce qui est incomparablement meilleur que les installations de stockage de légumes modernes, avec des pertes de 20 à 30%. L'environnement naturel d'une cave à légumes soutient les processus vitaux des légumes, les gardant frais beaucoup plus longtemps que la réfrigération artificielle. La construction d'une cave à légumes commence par le choix d'un emplacement surélevé avec un bon drainage. Creusée dans la colline, à une profondeur de 2 à 2,5 mètres, où le sol fournit une isolation naturelle et des températures stables toute l'année. Construisez les murs en parpaing ou coulez-les avec du béton de 20 cm d'épaisseur pour les protéger du gel et maintenir la résistance structurelle. Faites le sol en gravier compacté avec du sable. Cela fournit un drainage et maintient l'humidité nécessaire. Le plafond nécessite une attention particulière à l'isolation. Couvrez les poutres en bois avec des planches, puis avec du feutre de toiture et couvrez avec une couche de terre de 1,5 m d'épaisseur. Cette masse de terre crée une inertie thermique, empêchant les fluctuations de température lorsque le temps change au-dessus. Le système de ventilation est critique et fonctionne sur les principes de la convection naturelle. Installez 2 tuyaux d'un diamètre de 10 cm, un tuyau d'alimentation près du sol pour fournir de l'air froid et un tuyau d'évacuation près du plafond pour éliminer l'air chaud et humide. Le tuyau d'alimentation se termine au sol et aspire l'air froid extérieur. Le tuyau d'évacuation part du plafond et évacue l'air chauffé à l'extérieur. La différence de température crée une circulation constante sans ventilateur, maintenant des conditions optimales automatiquement. La plupart des gens pensent au compostage comme un moyen d'éliminer les déchets. L'élevage de vers transforme les restes de cuisine en protéines de haute qualité qui peuvent nourrir la volaille, les poissons ou même les humains dans des situations extrêmes. C'est une usine à protéines vivantes fonctionnant sur des déchets. Les vers rouges de Californie se reproduisent à un rythme étonnant. La population double tous les 60 à 90 jours dans des conditions optimales. En commençant avec 1 kg de vers pour $20, après 9 mois, vous aurez 8 kg de protéines vivantes. Les recherches de l'Université de Caroline du Nord ont montré l'efficacité incroyable des vers dans le recyclage des déchets organiques. 1 kg de vers traite 1,5 kg de déchets alimentaires quotidiennement, les transformant en vermicompost précieux et en augmentation de la masse de vers. La valeur protéique des vers surpasse de nombreuses sources traditionnelles. Les vers contiennent 25% de protéines sous leur forme brute et tous les acides aminés essentiels dans les bonnes proportions. En termes de composition en acides aminés, ils sont proches de la farine de poisson, un aliment premium dans l'élevage. 6 poules pondeuses nourries de vers comme supplément protéique maintiennent la production d'œufs avec 50% moins d'aliments commerciaux. Vous créez des protéines premium à partir de déchets, tout en réduisant les coûts d'alimentation et en recyclant les déchets de cuisine. Un ver adulte pond 2 à 3 cocons par semaine, chacun contenant 3 à 4 jeunes vers. À une température de 20 à 25 degrés, les jeunes vers atteignent la maturité sexuelle en 2 mois et commencent leur propre reproduction. Les mathématiques de la reproduction sont étonnantes. 1000 vers se transforment en 16 000 en 6 mois. La densité de population est régulée par le volume du conteneur et la quantité de nourriture. Dans un conteneur standard de 50 litres, 2 à 3 kg de vers vivent confortablement,
consommant 3 à 4 kg de déchets alimentaires par semaine. Cela correspond aux déchets d'une famille de 4 à 5 personnes. Le rendement en protéines pures impressionne même les sceptiques. 3 kg de verre contiennent 750 g de protéines pures, l'équivalent de 3 kg de viande de poulet. La différence est que les poulets nécessitent une alimentation constante en grains, tandis que les vers poussent sur des déchets qui sont généralement jetés. La récolte se fait par migration. Préparer une litière fraîche avec de la nourriture dans une partie du conteneur. En 2 semaines, les vers ramperont vers la nouvelle nourriture, laissant du vermicompost prêt et une population concentrée pour la collecte. La moitié des vers peut être collectée pour nourrir les oiseaux ou étendre le système. La production annuelle d'une ferme de vers mature est de 15 à 20 kg de vers vivants, à partir d'une population initiale de 1 kg. C'est l'équivalent protéique de 80 kg de poulet, produit à partir de déchets de cuisine, sans coût d'alimentation externe. Le système d'élevage de vers tient dans la cuisine et nécessite un effort minimal. Acheter 3 conteneurs en plastique de 18 litres pour 4 $ chacun. Percer des trous d'un diamètre de 5 mm, tous les 10 cm dans les parois et le couvercle pour la ventilation. Percer des trous de drainage dans le fond du conteneur de travail pour drainer l'excès d'humidité. Insérer le conteneur de travail dans le conteneur de drainage pour collecter le liquide, qui est un engrais précieux. Remplissez le conteneur de travail de 10 cm d'épaisseur avec du carton déchiqueté ou de la fibre de coco. Ajoutez 1 kg de verre rouge de Californie pour 20 $ d'un fournisseur de confiance. Humidifiez la litière jusqu'à ce qu'elle ressemble à une éponge essorée. Enterrez le premier lot de restes de nourriture déchiquetés sous la litière dans un coin du conteneur. Nourrissez les vers chaque semaine en enterrant les déchets dans différents coins du conteneur, un à la fois. Évitez les agrumes, les oignons, l'ail et les viandes, qui augmentent l'acidité et attirent les parasites. Nourriture idéale, épluchures de légumes, marcs de café, sachets de thé, coquilles d'œufs écrasées. Les vers sont collectés tous les 2 à 3 mois en utilisant la méthode de séparation par la lumière. Versez le contenu du conteneur sur une table, sous une lampe vive. Les vers s'éloigneront de la lumière et iront dans les profondeurs du tas en 15 minutes. Collectez la couche supérieure de compost fini. Répétez la procédure jusqu'à ce que les vers soient concentrés dans un petit volume. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture reconnaît les vers comme une source légitime de protéines pour les humains dans les situations d'urgence. Les vers contiennent tous les acides aminés essentiels, les vitamines B et les oligo-éléments dans des concentrations dépassant de nombreux aliments traditionnels. Les peuples autochtones d'Australie ont consommé des larves et des vers pendant des milliers d'années comme source majeure de protéines dans les régions arides. Les tribus aborigènes considéraient les grandes larves comme un mets délicat avec une valeur nutritionnelle élevée, supérieure à la viande de kangourou en termes de teneur en graisse et en protéines. Avant utilisation, les vers sont nettoyés en les gardant sur de la farine de maïs propre pendant une journée pour libérer le tube digestif du sol et des déchets. Après le nettoyage, les vers sont lavés, bouillis pendant 10 minutes pour tuer les agents pathogènes possibles et broyés pour être ajoutés au bouilli ou aux soupes. Le goût des vers cuits est neutre, légèrement noisette, sans goût ni odeur désagréable. Dans une situation extrême, 200 g de vers fournissent 50 g de protéines complètes, l'exigence quotidienne d'un adulte avec une activité physique minimale. La barrière psychologique reste le principal obstacle, mais la faim change rapidement les préférences alimentaires. Pendant le siège de Leningrad, les gens mangeaient tout ce qui contenait des protéines. Une ferme de vers dans la cuisine peut faire la différence entre la vie et la mort lors d'une perturbation prolongée de l'approvisionnement alimentaire. L'agriculture annuelle nécessite un labour annuel, la plantation, le désherbage, l'arrosage et le contrôle des parasites. Une forêt comestible fonctionne de manière opposée. Elle imite un écosystème forestier naturel, où les arbres comestibles, les arbustes et les herbes poussent ensemble, se soutenant mutuellement sans intervention humaine. Robert Hart a créé la première forêt comestible documentée en Angleterre dans les années 1960 sur un site d'1 demi-hectare. Pendant 40 ans, cette forêt a produit des fruits, des noix, des baies, des champignons et des herbes médicinales, ne nécessitant que 20 heures de travail chaque année pour la récolte. Un écosystème forestier existe depuis des millions d'années sans engrais, pesticides ou arrosage parce que différentes plantes remplissent des fonctions spécialisées. Les arbres fournissent de l'ombre et de la protection. Les arbustes fixent l'azote, les herbes couvrent le sol, les champignons décomposent la matière organique et transportent les nutriments.
Une forêt comestible reproduit cette structure en remplaçant les plantes sauvages par des équivalents comestibles. Les noyers sont plantés au lieu de chênes, les framboises cultivées sont plantées au lieu de framboises sauvages, et les légumes vivaces comestibles sont plantés au lieu de mauvaises herbes. Le résultat est un écosystème comestible qui devient plus productif avec l'âge. Le Centre mondial d'agroforesterie a étudié des centaines de forêts comestibles dans le monde et a confirmé leur supériorité sur les cultures annuelles en termes de rendement, de tolérance à la sécheresse, de stockage du carbone dans le sol et de biodiversité. La forêt comestible se compose de 7 couches fonctionnelles, chacune occupant sa propre niche écologique et maximisant l'utilisation de l'espace. Les grands arbres forment une canopée à une hauteur de 10 à 20 mètres. Les petits arbres remplissent le sous-étage, les arbustes forment le niveau intermédiaire et les herbes couvrent le sol. Les arbres à noix, noyers, noisetiers, châtaigniers forment le niveau supérieur et fournissent les principales calories. Un noyer mature produit 50 à 80 kg de noix par an pendant un siècle. C'est l'équivalent de 1200 kcal par mètre carré de projection de couronne. Les arbres fruitiers, pommiers, poiriers, pruniers, occupent le niveau intermédiaire entre les noix. Les porte-greffes nains vous permettent d'adapter plus d'arbres dans une zone limitée. Les pommiers sur porte-greffes nains commencent à porter des fruits la 2e ou 3e année et produisent 20 à 40 kg de fruits par an. Les arbustes à baies, groseilles, groseilles à maquereaux, chèvrefeuilles, forment la couche d'arbres inférieurs. Ils sont tolérants à l'ombre et portent des fruits sous la canopée des arbres où les légumes ordinaires ne peuvent pas pousser. Un groseillier produit 3 à 5 kg de baies pendant 15 à 20 ans. La couche de couvre-sol se compose de légumes vivaces et d'herbes, rhubarbe, asperges, oignons vivaces, oseille, livèche. Ces plantes ne nécessitent pas de plantation annuelle et produisent des récoltes pendant des décennies. La couche racinaire comprend les topinambours et d'autres légumes racines comestibles qui se reproduisent eux-mêmes. Une forêt comestible mature, couvrant une superficie d'1/4 d'hectare, produit 1000 à 3000 kg de noix, 500 à 1500 kg de fruits, 200 à 500 kg de baies et des centaines de kilogrammes de légumes vivaces par an. C'est un régime alimentaire complet pour une famille de 4 personnes, avec un surplus pour la mise en conserve et le commerce. Les études sur des systèmes agroforestiers, dans les tropiques, ont montré des rendements 3 à 5 fois supérieurs à l'agriculture traditionnelle sur la même superficie. La structure en niveau utilise l'énergie solaire plus efficacement que les cultures annuelles, qui laissent une grande partie de l'espace vide. La productivité de la forêt comestible augmente avec l'âge, contrairement au système annuel épuisé. Les jeunes arbres produisent une récolte modeste, mais à la 10e année, le système atteint une fructification maximale et la maintient pendant 50 à 70 ans sans déclin, avec un entretien minimal. Le rapport coût-efficacité étonne même les sceptiques. Une famille de l'Oregon a investi 15 000 $ pour créer une forêt comestible d'un demi-acre en 2005. En 2015, le système produisait pour 8 000 $ de produits par an en utilisant 40 heures de travail par an. La tolérance aux conditions météorologiques extrêmes était supérieure aux cultures annuelles en raison des racines profondes des arbres et de la diversité des espèces. La sécheresse, le gel tardif ou la grêle peuvent détruire un potager, mais la forêt comestible continue de produire grâce au temps de maturation variable et à la rusticité des vivaces. Les plantes fixatrices d'azote contiennent des bactéries du genre Rhizobium dans leurs nodules racinaires qui capturent l'azote atmosphérique et le convertissent en ammoniac, qui est disponible pour la nutrition des plantes. Ce processus remplace les engrais commerciaux par une usine d'azote naturelle directement dans les racines des arbres et des arbustes. Le caragana de Sibérie, l'olivier de Bohême et l'argousier sont des fixateurs d'azote résistants au gel qui poussent bien dans les climats froids. Les racines de ces plantes enrichissent le sol en azote dans un rayon de plusieurs mètres, nourrissant les arbres fruitiers voisins et augmentant leur rendement de 30 à 50%. Les herbes légumineuses, trèfle, luzerne, mélilot créent un paillis vivant sous les arbres tout en fixant l'azote et en supprimant les mauvaises herbes. Les vers coupés de ces plantes contiennent plus d'azote que le fumier et servent d'engrais gratuit pour tout le système lorsqu'il se décompose. La quantité d'azote fixée est impressionnante. Un caragana de Sibérie mature fixe 50 à 80 kg d'azote par an, l'équivalent de 300 kg de nitrate d'ammonium d'une valeur de 150 $. En même temps, l'arbre pousse gratuitement et travaille pendant des décennies. La taille des arbustes, fixateurs d'azote, offre un double avantage. Les branches coupées sont utilisées comme paillis, riches en azote,
et les racines laissées dans le sol se décomposent, libérant l'azote stocké pour nourrir d'autres plantes. Cela crée un cycle fermé de fertilité sans engrais externes. La première année nécessite un effort maximal: planification, achat de plants, préparation du sol et plantation des principaux arbres et arbustes. Les coûts varient de 500 à 800 $ par quart d'hectare, mais c'est le seul investissement majeur dans l'histoire du système. Les deuxième et troisième années sont consacrées à l'arrosage, au paillage et à la protection des jeunes plantes contre les mauvaises herbes. La récolte est minimale, mais les plantes fixatrices d'azote commenceront à enrichir le sol. Les coûts de main-d'œuvre s'élèvent à 100 à 120 heures par an pour l'arrosage, le désherbage et la taille de formation. Les quatrième et cinquième années marquent un tournant. Les arbustes à baies commencent à porter pleinement leurs fruits. Les premiers pommiers produisent une récolte importante. Les vivaces couvre-sol poussent et suppriment les mauvaises herbes. Le système nécessite déjà 60 à 80 heures d'entretien par an. À la 7e à la 10e année, la forêt comestible atteint la maturité et commence à s'entretenir elle-même. La litière de feuilles crée un paillis naturel qui supprime les mauvaises herbes. Le système racinaire développé extrait l'eau des profondeurs, éliminant le besoin d'arrosage. Les insectes bénéfiques contrôlent les parasites. Un système mature ne nécessite que la récolte, la taille sanitaire et l'ajout périodique de nouvelles plantes pour remplacer les mortes. Les coûts de main-d'œuvre sont réduits à 20 à 40 heures par an, moins qu'un jardin typique de 100 mètres carrés ne nécessite, mais le rendement est 10 fois plus important. Les 8 systèmes fonctionnent en synergie, créant une autonomie complète vis-à-vis des approvisionnements externes en nourriture, eau et énergie. Les plantations de champignons et l'élevage de vers fournissent des protéines. Une forêt comestible fournit des glucides et des vitamines. Une cave à légumes conserve les récoltes pour l'hiver et un poêle de masse chauffe la maison efficacement. Les systèmes d'eau, béliers hydrauliques et pompes à main fonctionnent indépendamment de l'électricité et fournissent de l'eau à tous les autres systèmes. Sans un approvisionnement en eau fiable, il est impossible d'arroser les plantations de champignons, de nourrir les vers ou d'assurer la croissance d'une forêt comestible pendant les périodes sèches. Les déchets d'un système deviennent des ressources pour un autre, créant des cycles fermés sans perte. Les feuilles mortes de la forêt comestible paillant les parcelles de champignons. Les déchets de cuisine nourrissent les vers. Le compost de vers fertilise les arbres. La cendre de bois d'un poêle de masse désacidifie le sol. Les cycles temporels des systèmes se complètent. Pendant que la forêt comestible prend de la force pendant les 5 premières années, les champignons et les vers fournissent une nutrition continue. Une fois que les arbres commencent à porter pleinement leurs fruits, les systèmes de protéines passent en mode maintenance, nécessitant une attention minimale. Le coût total des 8 systèmes est de 2000 à 3000 $ en une seule fois. C'est moins que le prix d'une voiture neuve, mais crée une indépendance à vie vis-à-vis des magasins, des services publics et des systèmes d'approvisionnement gouvernementaux pour toute la famille pour les générations à venir. Quand la civilisation échoue, ces systèmes continueront de fonctionner. Quand le courant est coupé, le poêle de masse chauffera la maison. Quand les magasins ferment, la forêt comestible nourrira la famille. Quand la conduite d'eau principale se casse, le bélier hydraulique pompera l'eau du ruisseau. Ce n'est pas de la survie, c'est prospérer indépendamment du monde extérieur.